Asservissement, pillage, agression, tentative de déstabilisation ou encore désinformation, la République centrafricaine a essuyé depuis longtemps et continue de tenir debout. Sans embâche, on peut affirmer que la résilience et le courage du peuple centrafricain déterminé à se construire une nation libre et indépendante influe largement sur le pouvoir exécutif qui a fait de la lutte pour la réelle indépendance et la souveraineté son cheval de bataille. Pour mener à bien un affront comme celui-là, quoi de mieux qu'une loi fondamentale, une constitution à l'image d'un peuple libre et d'un pays indépendant. Vous l'avez compris, ce matin, nous mettons sur la table la nouvelle constitution, ou du moins le projet qui a été remis il y a de cela 48 heures au directeur national de la campagne référendaire, celle-là même qui permet au pays de lutter contre la domination étrangère. Nos intervenants, vous le connaissez suffisamment bien, mais permettez-moi de dire Bara Alakwe à tout le peuple centrafricain. Bienvenue à tous à cette édition matinale. Merci d'être avec nous sur For You Media Africa, mais également sur la télévision centrafricaine, la chaîne nationale, sans oublier la radio, bien entendu, nationale. Docteur Eboutou David, en relations internationales, mais également historiographe. Vous êtes avec nous ce matin dans le cadre de cette émission. Bonjour. Sympathie matinale. Discuter, mais également pour sensibiliser sur des questions qui constituent, à mon avis, un enjeu majeur dans la quête de souveraineté d'une nation. Et quand on se retrouve mêlé comme un instrument pour contribuer à travailler à la pédagogie pour le grand bonheur, j'imagine, de ceux qui ont le plaisir en Centrafrique et même ailleurs de nous regarder. Donc merci. Qui ne laissera pas le Centrafrique être au centre des batailles géopolitiques des grandes puissances mondiales. Est-ce qu'on pourrait... Du président était manipulé de l'extérieur, nous restons en principe des épelants néo-extraits que vous venez de mobiliser, va simplement dans le sens de rappeler que nous avons un homme, un hégémon à la tête par le président Faustin-Archange Touadéra. Cela dit, quand il a posé cela comme postulat, la question est de savoir quel outil mobilise-t-il pour sortir de ce constat qui est aujourd'hui en réalité le défi qui devrait constituer, ou alors constituant centrafricain dans toutes les composantes sociologiques, qui, à mon avis, les plus avec un regard, disons, initié, un regard qui permettent, ou alors qui nous permettent à l'exposé ou alors au bon sens du peuple centrafricain pour qu'il se prononce dans ce référendum à venir. Et on peut aller dans le fond pour convoquer quelques extraits de cette que dans la Constitution du 30 mars 2016, elle vous dit clairement que si elle est adoptée, si elle est promulguée, le Centrafricain ou alors la Centrafrique sera le seul propriétaire exclusif de son sol, de son sous-sol et de son espace aérien. C'est inédit. Vous savez que récemment encore, quand on discursif sur la Centrafrique est l'un des rares pays où le sol, en réalité, appartient à ce peuple-là de nom. C'est-à-dire que les Centrafricains marchent sur un sol qui ne les appartient pas. Et cela prenait corps dans les esprits des Africains, ou alors des esprits logiques, qui ne comprenaient pas une telle hérésie. Et il me semble que, avec une telle disposition que j'ai tirée au pif, cela vient trancher le débat. Et vous imaginez très bien les mains en branle. On voit très bien que les premiers bénéficiaires, ou alors les vrais bénéficiaires, seront le peuple centrafricain, quand même un lourd passif douloureux et qui mérite aujourd'hui de vivre à la hauteur des richesses naturelles que la nature leur a gavées. Merci. Premier jet, on rappelle quand même qu'il y a quelques mois, et ce depuis 2022, je préfère qu'on reste dans cet espace temporel, des attaques terroristes. Hier, c'était des partenaires chinois, attachements ou encore les différents liens entre le pays centrafricain, la Russie ou encore la Chine. Une telle constitution... Pour dire qu'en réalité, cela n'est pas nouveau. Ce qu'il faut rappeler, et c'est là tout le sens de mon déploiement analytique,
c'est de dire que ce qui se passe aujourd'hui, ou alors depuis quelques années en République centrafricaine, peut être tiré dans l'histoire pour essayer de comprendre si effectivement les autorités sur ceux qui ont porté le combat panafricain et qui ont voulu placer leur pays dans un certain idéal qui était dirigé par des groupes politiques directement financés par le colon qui ne voulait pas partir en réalité. Nous sommes là à la Gold Coast. Et Kwame Nkrumah, dans les écrits, dans ses mémoires qu'il écrira, et même dans l'erreur qu'il a commise, ou alors l'une des principales erreurs qu'il a commises, ça c'est Kwame Nkrumah qui l'a dit, ceux qui nous écoutent peuvent aller vérifier, il dit, c'est d'avoir commise, c'est que j'ai maintenu un certain type de rapport avec l'Occident au lieu d'un idéal de survie pour mon peuple. Ce qui veut dire quoi? Si on fait donc un saut en avant, quand on voit aujourd'hui que l'Afrique aujourd'hui, après, à la suite des initiatives que déroule l'hégémon central de ce pays-là, on peut simplement convoquer ce récit de Nkrumah, qui rappelait qu'à la réalité, c'est parce qu'il avait engagé son pays dans un certain idéal, en allant s'attaquer directement aux schèmes néocoloniaux. Les schèmes néocoloniaux, selon Nkrumah, c'était lesquels? C'était justement de constater qu'il avait une économie totalement, une structure économique totalement extravertie. Structure économique, et ainsi de suite. Mais tout, en réalité, est tourné vers l'Occident, qui a créé une chaîne de transport qui, forcément, les ennemis qui n'attendent que de voir si effectivement vous touchez du doigt les réelles problématiques, vont s'attaquer à vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Donc on voit très bien que continuer à postuler pour une politique politicienne sans s'attaquer aux véritables populations centrafricaines, et même le peuple africain, à se dire que cet homme est... S'ils allaient dans le sens de le conforter, là, aurait des félicitations de partout, voilà, avec un tambour occidental du point de vue des médias mainstream qui dirait M. Touadéra est bon, il est le meilleur et tout. Mais tel qu'on voit les choses aujourd'hui se dérouler, où manifestement, il est sur la bonne voie. Et nous, en tant que panafricanistes, avons l'obligation de le soutenir et de montrer à notre peuple frère, les Centrafricains, que cet homme-là est sur la bonne voie. Et cet éreintement n'a pas frustré le président Faustin Archange Touadéra, qui, depuis son arrêt domination, on a parlé de tentatives de déstabilisation de la République centrafricaine, aussi bien que sur le plan sécuritaire, même aujourd'hui. Mais avec la présence russe sur le territoire central du développement, le président Faustin Archange Touadéra, le gouvernement centrafricain est sur la bonne voie du développement. Dans tous les cas, les partenaires du point de vue de la lecture géopolitique qu'on peut en faire aujourd'hui, j'aime souvent à rappeler dans ma lucidité analytique que le fait de interroger l'historicité dans la chronologie politique de ces deux pays-là, dans leur rapport avec l'Afrique, on voit très bien qu'on a plus à gagner des partenaires-là qu'avec des partenaires séculaires qui sont avec nous depuis et qui malheureusement nous ont non seulement confortés dans la situation de misère et de précarité dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, mais ont contribué à lire et à nous ôter notre caractère d'humain. Parce que quand on vous dit quand même que l'Afrique aujourd'hui, c'est 500 à 600 siècles de domination, teintée d'esclavage, de colonisation et de néocolonisation, ce n'est pas l'œuvre de la Russie. En Afrique, aujourd'hui, on continue de parler d'un empire colonial français. On peut citer ces États-là, c'est 14 à 15 pays. Un pays historique qui rentre dans ce... C'est qu'ils peuvent traiter avec nous dans une logique paternaliste. Or, le paternalisme aujourd'hui est suicidaire pour nos États. On ne peut pas infantiliser des nations. Au-delà, docteur Eboutou, du paternalisme, il y a aussi cette agressivité, quand même. Dominer, c'est, quand on parle de paternalisme, ça vient de pater, de père. Le père a un rapport d'infantilisation avec son fils. Il pense qu'il connaît tout. Il pense qu'il domine tout. Il n'a pas à négocier avec son enfant. Parfois, quand il dit à son enfant, va me chercher de l'eau, hein, vous voyez, j'utilise cette image-là pour parler de paternalisme politique. Regardez les rapports qui ont émaillé l'Afrique, ou alors, et la France, par exemple, c'est un pays africain en Afrique francophone, vous remarquerez que nous sommes dressés dans cette logique de paternalisme, où effectivement, au conseil d'administration, certains représentants de la France, par exemple, il ne faut pas avoir peur de les nommer,
qui y sont encore et qui ont droit de veto. C'est-à-dire que après que des administrateurs locaux, nationaux, et par exemple pris des cuirs. Aujourd'hui, rester juste sur le plan constitutionnel ou alors sur la lignée du droit pour parler de ce projet de nouvelle poids sur le plan juridique. Certains États, certaines puissances se retrouvent ensemble et comme ils imposent leurs postulats, leurs points accompagnés et leur dynamique discursive, on finit par penser que, comme cela est souvent suivi des faits, on leur attribue. Une fois que la Centrafrique s'allie au Cameroun, c'est une communauté internationale. La Centrafrique, en plein cœur de la CEMAC, se retrouve là dans une forme de communauté internationale. Il y a donc des communautés internationales. Fort de ce point de vue-là, vous voyez très bien que la Centrafrique a son mot à dire au niveau de la CEMAC, par exemple, au niveau de la CEAC, ainsi de suite, et même au niveau de l'Union africaine. Elle devient donc, la Centrafrique, un acteur important. Après, évidemment, l'adoption de cette nouvelle constitution, parce que justement, on a souvent prêté aux pays africains d'être des outils entre les mains d'une communauté internationale autoproclamée ou encore d'être des enjeux géopolitiques. C'est d'ailleurs pourquoi je revenais sur cette déclaration du président Faustin-Archange Touadéra qui disait qu'il refuse que le Centrafrique soit un objet de bataille géopolitique et que le sang des Centrafricains... De la souveraineté, c'est la sécurité. De laquelle souveraineté parle-t-on ici? La sécurité économique, la sécurité monétaire, la sécurité politique, la sécurité intérieure. Une sécurité qui garantit, qui donne à un État des leviers pour s'affirmer et exister sur la scène internationale. Si vous ne vous entourez pas de ces leviers-là, vous n'existez pas. Et c'est là, CEMAC. Il est donc un acteur géopolitique de cette CEMAC-là. Et un peu plus grand, dans un espace macro, il se retrouve un acteur important également au niveau de l'Union africaine. Mot à dire pour justement la structuration de son intégration. Et c'est en cela qu'effectivement, la Centrafrique aujourd'hui, fort d'un certain nombre d'atouts naturels qu'elle dispose, peut susciter des regards qui sont parfois des regards qui ne sont pas ces regards bizarres-là. La Centrafrique poseront toujours au cœur de ce pays la question de l'État. Et pourquoi la question de l'État? Simplement parce qu'on a vu que depuis 30, 40 ans, ce pays a connu des cycles anthropiques terribles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 2-3 ans dans ce pays sans qu'on ne connaisse un coup d'État ou alors une île solide ne se décrète pas. Il faut un hégémon central suffisamment solide qui a une vision, qui s'appuie sur le peuple qui lui a donné une certaine légitimité, laquelle légitimité est mobilisée par cet hégémon pour justement asseoir une dynamique institutionnelle. Ça veut dire qu'on tombera dans les mêmes dédales. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nous reviendrons ici nous questionner sur l'enjeu centrafricain qui va dans le sens justement de sortir de l'État néocolonial. Et moi je crois qu'à la lecture du projet constitutionnel que nous avons tous lu, il y a une raison à ceux qui auront la dynamique sérieuse se mettre en place pour le bien-être de ce peuple-là qui a trop souffert. On appelle donc à l'accompagnement du peuple, un Vox Populi, comme on a l'habitude de les appeler. Nous avons rencontré le peuple. Tout de suite, on revient juste après. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Ouais, en tant que jeunesse centrafricaine, je trouve cet avis-là vraiment génial, quoi. Parce qu'à chaque fois que des mêmes choses, ça ne contribue pas au développement de notre pays. En tant que jeunesse, je sollicite cet avis et j'irai voter pour le oui, pour le développement de mon pays. Et j'interviens. Cette vulgarisation va se faire à travers la campagne qui va démarrer d'ici le 15. Et donc, ce document représente pour nous une loi, un document, des atouts, des nouvelles réformes qui sont apportées dans ce document. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Cette cérémonie représente à la rage de la réussite, à la rage d'attendre, à hâte d'attendre vraiment, à hâte d'atteindre. Indépendance aujourd'hui, même si on n'a pas encore voté, je sais que tous les Centrafricains, le oui sera voté à 100%, même les opposants qui... Or, pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait l'accompagnement étatique. Cet accompagnement étatique ne peut se faire que si, effectivement, il y a des outils institutionnels qui peuvent être mobilisés pour, justement, garantir la réussite et l'épanouissement de ce futur citoyen centrafricain. Et donc, j'ai bien aimé ce Vox Pop, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en réalité, ces traités, ces accords, travaillent contre ce peuple-là. Oui. Mais
comme on a dit que le peuple t'a mis à un certain niveau et que par délégation tu peux parler à ce peuple-là subit souvent ces décisions-là ou alors ces traités-là sans maudire. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a presque une déconstruction, une approche iconoclaste de cette façon de faire qui vient maintenant rappeler que le peuple, malgré toutes les conventions que vous son nom, pourra en temps opportun se constituer dans une voie référendaire pour dire, effectivement, bien que nous vous ayons donné mandat d'aller parler en notre nom, nous trouvons que telle disposition ne nous sied pas et donc nous nous prononçons par voie référendaire. Madame, y a-t-il meilleure voie dans notre démocratie néolibérale appliquée aujourd'hui que la démocratie participative qui est la voie référendaire pour s'exprimer directement, pour que le peuple s'exprime directement? Je ne pense pas. Et le référendum qui était consacré aujourd'hui et qui rappelle aux souverain primus que, concernant sa destinée, non soumis à la ratification. L'article 140 après le 139, évidemment, le président de la République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association et de fusion comprenant abandon partiel ou total de la souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. Ça, c'est un point très... Avec l'intégration africaine, c'est très important. N'oublions jamais que chaque fois qu'on parle de l'histoire du panafricanisme en Afrique, l'un des pères du panafricanisme fut originaire de ce pays, Barthélemy Boganda, oui, qui fut l'un des premiers à avoir une vision ou alors un projet connaisse effectivement tout qu'il lui souhaitait si il ne se mettait pas ensemble, en solidarité avec les autres pays. Voilà le postulat qui a fondé la vision de Boganda, qui, après cette réflexion-là, s'est dit qu'il fallait absolument que la Centrafrique embrasse d'autres pays pour former un bloc et aller vers l'intégration africaine. C'est vrai que par la suite, il y a eu un débat sur le pourquoi, en 1958, il a dû dire oui au projet orient qui s'aventure à dire qu'il a été liquidé parce qu'il s'est rendu compte que cette signature-là ne respectait pas tous les accords qui avaient été mobilisés et que s'étant rendu compte, il voulait initier un discours iconoclaste pour dire à son peuple qu'on nous avait trompé et qu'il fallait engager une automobilisation. Et la suite, c'est qu'on connaît comment ça se passait à l'époque, soit quand vous reveniez un push interne en mobilisant ce que Frantz Fanon appelle les peaux noires masques blancs. Merci, docteur Eboutou. Faire en sorte que les richesses centrafricains soient d'une importance capitale, restreindre la domination étrangère et même complètement mettre la cale, disons-le de manière abrupte, complètement mettre la cale face à une certaine ingérence étrangère. L'État du Centrafrique est totalement sur ce chemin-là, mais aura aussi besoin de l'appui du peuple. Une fois qu'on a... Sans prendre appui sur son peuple, oui, c'est impossible. Quand Kwame Nkrumah décide effectivement de déloger un certain nombre de leviers coloniaux qui ne lui permettaient pas d'émanciper son économie, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on a activé ce que j'ai appelé tout à l'heure des peaux noires masques blancs, donc ses propres frères, qui soit étaient tapis en Grande-Bretagne, soit qui étaient tapis à l'intérieur de la Gold Coast pour lui mettre. C'est très important d'entretenir un rapport sincère du point de vue discursif avec son peuple. Aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une sorte de césure, une sorte de hiatus entre eux et leur peuple. On a l'impression que le peuple doit faire un certain type d'effort pour imaginer ce qui se trouve dans la tête de l'hégémon central. Non, ça ne doit pas. Le peuple doit se retrouver dans une posture d'analyse et d'essai de compréhension de la vision portée et promulguée par l'hégémon central. C'est-à-dire que c'est le président de la République qui, de temps en temps, c'est ce qui crée une certaine complicité, une certaine émulation dans la dynamique des rapports entre un hégémon et son peuple-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours ce qu'on voit en Afrique. Donc, vous avez parfaitement Parce qu'on se contente de la démocratie élective. Oui, la démocratie électorale qui a transposé que c'est un appel démocratie coloniale. Oui. C'est-à-dire que démocratie coloniale, au sens de quelqu'un qui l'a bien expliqué, Gabriel Mbok, qui rappelait, c'est un anthropologue camerounais, qui rappelait que dans la démocratie coloniale, c'est 50 plus 1.
qui exclut l'autre. En réalité, c'est un type de démocratie exclusive, en réalité, c'est-à-dire qui prône l'exclusion. Nous avons 100 personnes devant nous qui doivent décider qui va porter sa destinée. Alors, sur les 100 personnes, il suffit que 50 personnes plus une personne m'élisent, vient donc le président de la République, et parce que j'estime que c'est la démocratie qui m'a quand même amené là, je décide donc de vous martyriser. Je parlais d'une démocratie exclusive. Ça fait donc que l'autre parle des mécanismes belliqueux pour justement mettre à mal ma gouvernance. Or, ce n'est pas ça, la démocratie africaine. La démocratie africaine, c'est comme me rappelait justement un des acteurs politiques que nous avons suivi avec beaucoup de plaisir lors de la remise du projet constitutionnel à l'Assemblée nationale l'autre jour. Census, ça veut dire que même si j'ai eu mes 51 voix, émulation avec les autres, car il s'agit ici d'une destinée nationale. Et en ce qui concerne cette destinée nationale, lorsqu'on parle de la domination étrangère, on ne saurait élaguer la question également de la